Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La détresse de Mayotte est sans fin. Des quartiers entiers, en particulier les nombreux bidonvilles de l'archipel, ont été rayés de la carte par le cyclone Chido. Je pense qu'il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes. Et que dans les communes où on va faire ce travail de manière méthodique, on va pouvoir identifier, je l'espère, des victimes supplémentaires, leur mettre un nom, pouvoir leur rendre hommage. Le président français Emmanuel Macron a pu le constater sur place jeudi. Des infrastructures ont été détruites, le manque d'eau sévit. Mais comment en est-on arrivé là ? Et comment reconstruire ce 101e département français qui se sentait déjà abandonné par l'État ? Quand sera passé le temps de l'urgence ? Pour cet épisode, j'ai interrogé un géographe, Anthony Goro-Ponceau, et une sociologue, Aude Sturma. Tous les deux ont mené des travaux sur l'île. J'ai aussi invité Yvan Couronne, le rédacteur en chef environnement et climat à l'AFP à Paris. Vous entendrez aussi Joris Fioriti, l'un des envoyés spéciaux de l'AFP à Mayotte, qui a préparé ce podcast avec nous. Sur le fil. La dévastation est totale. À peine descendu de l'avion, Joris Fioriti a laissé une note vocale. Écoutez-le, il découvre avec nous la commune à côté de l'aéroport. Donc dans le quartier où je suis, dans la commune de Pamandzi, les trottoirs sont constellés de branches d'arbres, de tôles qui ont été arrachées par le vent. Les magasins sont pour la plupart fermés, certains ont réouvert, mais comme il n'y a pas d'électricité, du coup, les petites supérettes, par exemple, ne peuvent pas vendre leurs marchandises. Là, face à moi, c'est l'endroit où je vais, se trouve la Vigie. La Vigie, c'est un bidonville ou un banga dans lequel vivaient 3000 personnes. Et là, à part quelques rares bâtiments en dur, tout est rasé. C'est un assemblement de tôles, de bâches. D'après ce qu'on m'a dit, une fille que j'ai rencontrée, une adolescente, m'a dit qu'elle avait vu, 7 cadavres quand elle est allée là-bas juste après le cyclone. Partout, le bruit assourdissant des bouts de tôle alors que certains tentent sans attendre de remettre sur pied leur habitat précaire. Sur place, Joris a rencontré Moussa Amidouni. Il est agent hospitalier à l'hôpital de Mayotte. Quand vous voyez votre quartier comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? C'est triste. Il n'y a pas de mots à dire parce que c'est pas que mon quartier qui est comme ça, c'est tout Mayotte qui est comme ça. J'ai fait tout le tour de Mayotte hier. C'est vraiment une catastrophe qui est encore là. C'est le début. On sait que c'est le début parce que le plus dur est à venir. Il n'y a plus d'arbres qui tiennent debout. Pas d'eau, même en temps normal, on n'a pas d'eau. Là, il n'y a plus d'eau. Et puis, les maladies qui vont arriver parce qu'entre les... Lui a eu de la chance. Il était au centre hospitalier pendant le cyclone. Mais comment en est-on arrivé à ce niveau de destruction ? Au départ, il y a, comme nous l'a expliqué Yvan Couronne, un cyclone hors norme boosté par la température de l'océan. Ce qui s'est produit, c'est qu'une tempête, un cyclone s'est développé dans l'océan Indien, comme ça arrive à cette saison. Ça a toujours existé. Malheureusement, pour Mayotte, ce cyclone-là s'est dirigé droit sur l'île. Et si vous regardez la carte, il y a Madagascar, à l'est de Mayotte. D'habitude, malheureusement pour Madagascar, les cyclones ont tendance à s'écraser sur Madagascar, ce qui épargne Mayotte. Donc c'est assez rare. Et il se trouve aussi que nous sommes dans une année exceptionnelle pour les océans. Ils sont très chauds. C'est-à-dire on n'avait jamais mesuré sur Terre des océans à des températures comme on les voit actuellement. Ça veut dire que jeudi dernier, autour de Mayotte, l'eau en surface était à plus de 29 degrés, presque 30 degrés. Et un cyclone, il se nourrit de chaleur. Il a besoin d'eau chaude pour devenir un cyclone, et plus l'eau est chaude, plus il est violent. Et c'est exactement ce qui s'est produit là. Donc, une eau plus chaude, une trajectoire malheureuse, fait que Mayotte a eu sans doute le cyclone le plus dévastateur depuis 90 ans. À l'arrivée, le cyclone s'est abattu sur un territoire déjà incroyablement fragile. D'après l'INSEE, 77% de la population mahoraise vivait sous le seuil de pauvreté en 2018. Le PIB par habitant y est 4 fois inférieur au niveau national. Un tiers environ des 321 000 habitants de l'île vivent dans des bidonvilles.
Cela explique la dévastation à perte de vue et sans doute des centaines, potentiellement des milliers de morts selon le préfet. Mais selon Anthony Goro-Ponceau, cette catastrophe était en quelque sorte annoncée. Ce géographe de l'université de Bordeaux a travaillé sur Mayotte. Cette catastrophe était inévitable, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à Mayotte, on se rend compte en regardant juste le relief que sur toutes les collines, toutes les pentes les plus abruptes des collines sont justement le lieu d'habitation, d'habitat précaire, puisque ces gens ont été rejetés sur les pentes les plus abruptes à cause justement de politiques de logement répressives, à cause d'opérations de décasage. Et qu'il y a eu un désinvestissement de l'État vis-à-vis de cet habitat précaire. Et donc oui, c'était inévitable. Les décasages sont les opérations lancées par la préfecture pour vider les bangas, les bidonvilles. En théorie, ces expulsions visent à lutter contre la dangerosité de ces habitats et l'importante immigration clandestine, qui représenterait un tiers de la population. Mais la réalité est bien plus complexe, selon Aude Sturma, sociologue à l'Université de Toulouse. 2/3 des ménages qui vivent dans ces logements, ils ont à leur tête un adulte de nationalité française ou en situation régulière. Dans ces quartiers, c'est la sociologie bien plus complexe que ça. Et ces quartiers sont composés aussi de gens qui sont en situation régulière, qui sont mahorais, donc français, sont juste en situation de forte diminution, de forte précarité. Notre maison a été victime de ce cyclone qui a commencé par enlever tout ce qui est tôle. Et donc, il y a les murs aussi qui se sont justement détruits. Et finalement, on arrive. C'est juste les toilettes qui restent intactes. Géographiquement, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Les liens entre les habitants de ces îles sont anciens. Les logiques migratoires sont largement antérieures au statut de département français. Au sein de cet archipel, vous avez des réseaux familiaux. Vous avez aussi la même manière de prier, la même langue, des réseaux de parenté similaires. Mayotte est un département français depuis 2011. C'était d'ailleurs une demande des Mahorais. Mais les investissements de l'État n'ont pas été à la hauteur de l'explosion démographique, selon Anthony Goro-Ponceau. L'INSEE fait état d'une fécondité qui dépasse largement la moyenne métropolitaine, avec 4,5 enfants par femme. Malgré tout, la départementalisation date de 2011. Dès 2011, en fait, le département a choisi d'investir quand même massivement dans les infrastructures, mais ces infrastructures peinent à suivre justement cette croissance démographique, peinent à accompagner le développement de l'île. Le réseau d'eau est complètement saturé, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a une grande crise de l'eau l'année dernière. Même à Mouzou, vous avez des tours d'eau, vous n'avez pas de l'eau en continu au robinet. Donc oui, il y a eu des investissements, mais ces investissements ont peut-être été faits de manière pas assez intense ou ont été mal faits, dans le sens où ils auraient dû accompagner au mieux cette explosion démographique. Et donc il y a une saturation de tous les services publics, donc hôpitaux, écoles, services d'eau, approvisionnement en eau, qui est assez malheureuse et qui génère aussi, là une fois de plus, des processus de marginalisation supplémentaires. Ces infrastructures, déjà en crise, n'arrivent donc pas à faire face à une telle catastrophe. Mais alors, après ce drame, comment reconstruire Mayotte ? Selon Yvan Couronne, rédacteur en chef pour le climat et l'environnement à l'AFP, il faudra tenir compte de l'intensité des cyclones. Le consensus scientifique est que, jusqu'à présent, le changement climatique, c'est-à-dire le réchauffement généralisé, ne provoque pas plus de cyclones et d'ouragans. En revanche, le consensus, c'est que ça rend ces cyclones et ces ouragans plus violents, plus intenses. Plus l'eau est chaude, plus les cyclones sont intenses et violents. Il faut reconstruire en prenant en compte que les ouragans vont devenir plus forts et dans les autres endroits qu'il y aura de plus en plus d'inondations. À Mayotte, les bidonvilles sont déjà en train d'être reconstruits. Il faut que l'État réagisse vite, selon Anthony Goro-Ponceau. Par contre, ce qui est important, c'est de penser à l'après. Et à l'après, c'est surtout cette question du logement qu'il faut repenser. Et sachant que là, elle doit être pensée très rapidement, puisque la plupart de ces habitants précarisés, paupérisés, qui n'ont pas accès au logement social, sont déjà en train de reconstruire leur logement, puisqu'il faut bien avoir un toit pour s'abriter, puisqu'il pleut actuellement. Donc il faut bien avoir un toit, il faut bien avoir quelque chose pour s'abriter. Et là, que la réponse de l'État, encore une fois, ça va être trop tardif. Est-ce que l'État français est prêt à investir massivement de l'argent ? Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'on aurait pu doter Mayotte justement d'un habitat plus solide et décent, qu'on s'est concentré sur
sur la logique sécuritaire et répressive finalement des bidonvilles, plutôt que sur une logique plus de sécurisation et de culture du risque climatique. En fait, on a très peu de culture du risque climatique. Selon certains habitants, les mesures de prévention ont manqué avant le cyclone, tout comme l'éducation des populations à ce danger particulier qui est là pour rester. Et après, moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que aussi en cas d'alerte, les gens souvent ils préfèrent rester chez eux, garder la maison, parce que ils ont peur, ils se sentent plus en sécurité chez eux. Ils peuvent garder le peu d'objets matériels qu'ils ont, plutôt que de prendre le risque de se déplacer dans des refuges où ils risquent, quand ils sont en situation irrégulière, de se faire arrêter, ou ils ont peur en tout cas de se faire arrêter par la police aux frontières. Mayotte et l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer seront particulièrement touchés par le dérèglement climatique selon les prévisions des spécialistes. Le premier risque pour les Outre-mer et les petites îles, c'est de se retrouver sur la trajectoire d'ouragans, de cyclones de plus en plus violents, donc de plus en plus destructeurs. Mais ce n'est pas le seul risque. Il y a tout simplement la montée du niveau des mers. Pour faire simple, au XXe siècle, les océans ont monté de 20 cm. Il y a tellement de réchauffement que le GIEC, les experts mandatés par l'ONU, ont fait les calculs selon différents scénarios. Et en gros, pour des petites îles dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, il faut s'attendre à encore 50 cm par rapport à aujourd'hui. Et pour sauver leurs habitants, l'État devra consentir à des investissements massifs. Il y a déjà des îles qui ont commencé à déménager des habitants. Vanuatu a commencé à le faire, c'est dans le Pacifique. Et dans les territoires français, Miquelon a lancé un projet, mais ça coûte très, très, très cher. Donc les pays riches peuvent se le permettre. Mais qu'est-ce qui se passe dans tous les pays pauvres ? À Miquelon, on a fait une interview avec le maire il n'y a pas longtemps à l'AFP. Ils sont en train de déménager 600 personnes, 1,5 km à l'intérieur des terres. Ça va prendre 50 à 70 ans et ça va coûter 1,5 milliard d'euros. Merci d'avoir suivi cet épisode réalisé avec Michaela Cancela-Kiefer. Je suis Maxime Mamet et je me joins à toute l'équipe de Sur le Fil pour vous souhaiter de bonnes fêtes.